Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Quelle est l'empreinte carbone d'une fusée? Peut-on faire des satellites biosourcés? Est-ce que l'on peut étudier l'univers et ses mystères de façon durable? Impossible aujourd'hui de se séparer de l'espace et de la bonne santé de notre Terre. L'urgence du dérèglement climatique s'invite dans les discussions et la question se pose: quel est le réel impact écologique de la recherche spatiale? C'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et avec nous à distance, nous recevons pour cette émission Jürgen Knodelzeder, chercheur à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, ou IRAP, à Toulouse. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS depuis quelques années. Vous vous êtes spécialisé dans l'impact environnemental des activités de recherche dans votre discipline, le spatial. C'est bien ça? Maintenant, c'est vraiment le cœur de vos recherches? Oui, tout à fait. Effectivement, je consacre beaucoup de mon temps de travail maintenant à ces questions-là. Nous allons en discuter ensemble, faire l'état des lieux de l'impact carbone dans la recherche, mais aussi évoquer les différentes pistes de décarbonation possibles, sans oublier les lacunes et les points qui sont encore non résolus sur ce sujet très récent. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Et pour commencer cette émission, je reviens en 2019, il y a 6 ans, où l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, où vous travaillez, entreprend son bilan de gaz à effet de serre. Et cela comprend tout: la consommation en électricité des bâtiments, le chauffage, les déplacements de ses équipes, les achats, etc. Alors on va décortiquer ensemble ce que cela représente, parce que l'exemple de l'IRAP permet de mieux comprendre de quoi on parle à large échelle. J'ai l'étude sous les yeux, qui est une étude très complète, avec de très beaux graphiques d'ailleurs, je vous la conseille. Elle sera bien sûr dans les sources de cette émission sur le site du Labo des Savoirs. Pour présenter les résultats de cette consommation carbone de l'IRAP, vous avez défini 2 périmètres. Le périmètre total, qui donne une empreinte carbone de 7400 tonnes d'équivalent CO2 par an, ce qui fait 28 tonnes par membre du personnel, et un périmètre plus restreint. Alors on va parler de ce périmètre après, mais 7400 tonnes d'équivalent CO2 par an, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple en France, chaque citoyen a environ une empreinte de 10 tonnes de CO2 équivalent. Ça veut dire, si c'est 7800 tonnes, c'est voilà, 780 fois plus important que les émissions d'un humain. Et donc, vous avez aussi donné le chiffre de 28 tonnes par personne travaillant au laboratoire. Ça veut dire bien au-dessus de la moyenne nationale en termes de notre empreinte. Et donc, il y a ce périmètre total qui englobe tout, et il y a un périmètre plus restreint qui, lui, se débarrasse des coûts carbone des infrastructures de recherche. Alors, ce qu'on appelle les infrastructures de recherche, si j'ai bien compris, c'est les serveurs, les satellites, les observatoires, pour se concentrer vraiment sur le coût carbone vraiment de la recherche sur place. Et donc là, ça fait 13 tonnes d'équivalent CO2 par membre du personnel, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc, en fait, justement, il faut prendre un peu le contexte de notre analyse. Pour se lancer dans ce bilan des gaz à effet de serre du laboratoire, on était vite chercheurs et ingénieurs qui ont d'abord fait une formation à la méthode bilan carbone, parce qu'on est chercheur en astrophysique, on n'est pas expert en bilan carbone. Et donc, on a dit, on veut bien se former d'abord pour bien comprendre en fait comment fait-on ce type d'analyse. Et puis, une chose essentielle qu'on a appris lors de cette formation, c'est que quand on fait un bilan de gaz à effet de serre, il faut prendre en compte tout le périmètre de l'activité. Et souvent, en fait, quand on regarde des bilans qui existent, il y a uniquement une partie qui était prise en compte, par exemple, uniquement les bâtiments. Ça veut dire le chauffage, l'électricité, la climatisation, etc. dans le bâtiment, mais d'autres postes ont été ignorés. Et ça, c'est très dangereux dans la manière qu'avec cette approche partielle,
on peut éventuellement louper en fait des postes qui sont essentiels. Et donc nous, quelque part, l'ambition était de faire quelque chose de vraiment qui englobe tout. Et donc on a pris en compte effectivement les bâtiments, on a pris en compte aussi les déplacements, parce qu'on va beaucoup en fait, soit dans des conférences ou des réunions de travail, on prend souvent l'avion, etc. Et souvent on pensait que les déplacements, c'est le poste le plus important dans le domaine de la recherche. Et c'est un poste important, il est vrai, mais ce n'est pas le seul. Parce qu'après aussi, on a pris en compte les achats quand on achète des choses, mais cette chose-là a été produite quelque part et cette production a émis des gaz à effet de serre qu'il faut prendre en compte. Et dans notre laboratoire, on développe beaucoup d'instruments pour l'espace, mais aussi pour le sol. Et puis pour ça, on fait beaucoup d'achats et c'est à prendre en compte. Et c'était en fait une grande partie de notre bilan. Et à la fin de l'étude, il restait quand même une question encore en suspens, de savoir en fait, mais les données qu'on utilise, parce qu'en fait, quand on fait la recherche en astronomie, on utilise beaucoup des observations, des données en fait qui arrivent sur nos ordinateurs. Ces données-là, elles sont prises par des télescopes au sol ou par des antennes radio, mais aussi par des satellites dans l'espace, par des sondes. Et donc, on voulait savoir, OK, mais ça pèse quoi en termes de bilan à gaz à effet de serre? Et donc, là, c'était vraiment la partie novateur de notre étude. On a regardé donc tous les moyens d'observation qu'on utilise en fait dans une année de référence, c'était 2019, et on a regardé en fait quel est le poids carbone. Et bien sûr, on n'a pas pris en compte tout le poids des observatoires pour notre laboratoire. On a simplement regardé au prorata de l'utilisation des observatoires par des chercheurs du laboratoire. Et c'est ainsi, en fait, on a pu estimer en fait le poids des données, en fait, des observations dans notre bilan. Et on a découvert en fait que c'était le poste le plus important, c'est 55% de notre empreinte carbone est associé à la prise de données par des observatoires. Et ça, personne n'a parlé de cet aspect avant. Et donc, on a vraiment, comme on dit, découvert l'éléphant dans la pièce, un poste qui est essentiel. Les données, c'est vrai que quand on en parle, on imagine quelque chose d'un peu flottant dans le cloud, qui ne représente rien de particulier, qui arrive sur notre ordinateur, qu'on peut imprimer, échanger, mettre dans des tableaux. Mais en fait, le bilan carbone de ces données, qui donc, vous l'avez dit, représente plus de 50%, hein, c'est ça? C'est ça. On est sur un bilan qui vient des serveurs, des ordinateurs, des appareils de mesure. C'est vraiment très concrètement la consommation électrique qu'il faut pour pouvoir maintenir ou créer ces données? Alors, la consommation électrique, elle joue un rôle, et en particulier, en fait, pour la partie fonctionnement des télescopes au sol. Si on a des grands télescopes, par exemple au Chili, ou des antennes radio, mais pour les faire fonctionner, il faut beaucoup d'électricité. Et souvent, en fait, vu qu'on est dans des endroits qui sont loin de toute civilisation, il y a pas de connexion électrique, il n'y a pas de prise électrique quelque part où on peut se brancher. Ça veut dire qu'il faut produire l'électricité. Souvent, c'est avec du diesel, avec du fuel, avec des ressources fossiles. Et donc, c'est très émetteur. Donc ça, c'est pour la partie fonctionnement des télescopes au sol. Mais après aussi, il faut d'abord les construire, ces télescopes-là. Il faut couler beaucoup de béton, il y a beaucoup d'acier qui intervient, il y a aussi de l'électronique, il y a beaucoup d'électronique dedans, et l'impact environnemental de l'électronique est assez important. Et donc, il faut aussi prendre en compte la partie construction qui peut être assez importante. Et pour la partie spatiale, mais les satellites qu'on utilise, ils ne sont pas des objets qui sont très grands. Mais pour les mettre dans l'espace, il faut des choses très grandes, par exemple des fusées. Et donc, les fusées a un impact environnemental assez important, en fait, la construction, le lancement, mais aussi, en fait, construire un satellite a un impact qui n'est pas négligeable. Et donc là, c'est vraiment la construction des objets et le lancer dans l'espace qui va générer beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. On va parler des fusées, puisque c'est effectivement une des choses qui nous vient en tête en premier quand on parle de l'espace et de la recherche. Mais là, vous avez parlé donc des observatoires, mais aussi des satellites ou des données. Est-ce que c'est ça qu'on regroupe sous le nom d'infrastructures de recherche? Oui, tout à fait, c'est un peu le jargon dans notre domaine, hein. C'est des moyens d'observation dont on a besoin pour faire de la recherche. Donc pour nous, c'est les observatoires, mais dans d'autres domaines, par exemple, les physiciens, ils utilisent des accélérateurs de particules qui sont aussi des infrastructures de recherche. On peut avoir tout type d'infrastructures de recherche. Il y a une longue liste en fait
en France ou même dans le monde, hein, de ces infrastructures qui existent et qui sont nécessaires pour faire des avancées scientifiques. Et vous en avez parlé, l'idée est de prendre en compte le cycle de vie, donc la construction de l'observatoire, les matériaux qui est utilisé, combien ça consomme au quotidien quand il est, en service avec des équipes de chercheurs. Est-ce que ce cycle de vie avait déjà été pris en compte avant dans les mesures de l'impact carbone de la recherche spatiale? Il y a tout un domaine, il y a même toute une méthode en fait qui existe, ça s'appelle l'analyse de cycle de vie, qui est souvent utilisée, souvent même par l'industrie, hein, pour estimer l'impact environnemental d'un certain produit. C'est par exemple aussi l'ADEME, l'Agence environnementale française, qui utilise beaucoup cette méthode-là pour estimer par exemple l'impact d'une voiture, etc. Et donc ces analyses cycle de vie ont été faites déjà, notamment par l'Agence spatiale européenne, pour quelques fusées et pour quelques missions spatiales, mais il y a très peu d'informations en fait qui étaient publiées à l'issue de ces études-là. Et pour tout ce qui est observatoire au sol, il n'y a personne qui avait travaillé sur ces analyses cycle de vie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en fait ensuite, après notre bilan carbone, qu'on a fait des analyses cycle de vie sur les observatoires. Et ça permet aussi à mieux comprendre en fait d'où provient en fait l'impact environnemental et qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les leviers de réduction de ces impacts. Savoir permet forcément d'agir, donc ces études sont importantes, de décortiquer d'où viennent ces impacts pour ensuite avoir un levier d'action dessus. Dans cette étude, vous comparez également avec deux autres pays. En Allemagne, l'Institut Max Planck d'astrophysique, où là, ils sont à peu près à 18 tonnes d'équivalent CO2 par an et par chercheur. Et en Australie, où là, on monte vraiment beaucoup à 42 tonnes d'équivalent CO2 par an et par chercheur. Est-ce que, le fait de comparer avec les autres pays permet de se rendre compte aussi que peut-être, c'est pas juste le spatial, c'est aussi une culture, locale qui dépend du pays, du chercheur qui a l'habitude de se déplacer en avion ou non et cetera? Alors, ces comparaisons, en fait, sont un peu compliquées dans la mesure que, comme j'ai indiqué, pour le moment, on est les seuls qui ont fait un bilan gaz à effet de serre complet, en prenant en compte tous les postes. Par exemple, l'étude du Max Planck, ils ne sont pas pris en compte les observatoires et aussi un certain nombre d'autres postes. Et donc, on ne peut pas directement comparer les chiffres. L'Australie, ils sont allés un peu plus loin, mais même cette étude-là n'est pas complète. Mais la différence, là, provient surtout du fait qu'ils ont une énergie, une électricité très carbonée. Ils utilisent beaucoup de charbon pour produire l'électricité. Et donc, par exemple, la partie calcul scientifique pèse énormément parce que on a besoin d'électricité pour ça. Tandis que, par exemple, dans notre laboratoire, même si on fait aussi du calcul scientifique, vu que l'électricité est assez bas carbone en France, ça pèse moins en termes de bilan des gaz à effet de serre. Et donc, on a aussi des effets en fait structurels liés à la génération d'électricité. Et puis, il y a un autre aspect aussi, mais on a qu'à regarder le globe. L'Australie est quand même assez isolée. Ça veut dire, en fait, ils doivent prendre beaucoup l'avion, et même à l'intérieur, parce que l'Australie est aussi assez grande pour se voir. Et ça veut dire, en fait, ils ont aussi un bilan associé au voyage qui est bien plus important que les bilans chez nous. Ça nous montre bien que finalement, il y a le côté recherche spatiale, mais il y a aussi le côté presque vie quotidienne du chercheur, qui nous ramène, nous aussi, en tant que citoyens, à ce dont on essaie de faire attention, les voyages en avion. Il y a aussi dans cette étude, on parle du régime végétarien ou non proposé à la cantine, par exemple. Donc, ça ramène aussi cette étude du bilan carbone de la recherche spatiale dans un contexte global, d'effort global pour limiter notre impact carbone en général. Mais ce qui est intéressant, on a parlé des infrastructures de recherche qui là sont spécifiques, les observatoires, les satellites. Vous avez parlé de l'avion. En fait, les chercheurs prennent souvent l'avion pour aller faire des conférences à l'autre bout du monde ou utiliser des outils. Est-ce que ça, c'est déjà une analyse qui nous permet de dire, si on fait des réunions, par exemple en visio, on diminuerait déjà drastiquement l'empreinte carbone des chercheurs? En fait, on a même la preuve que c'est le cas, hein. Parce que par circonstance, on avait la crise du Covid et donc on était cloué au sol, pour le dire ainsi, pendant 1 ou 2 ans. Et bien sûr, les émissions ont chuté, hein.
Mais en même temps, on n'a pas arrêté à faire de la recherche. Il y avait beaucoup de conférences qui étaient organisées par visio, hein, donc comme voilà, avec des outils sur Internet. Et puis, en fait, même si après la crise du Covid, les gens ils voulaient se revoir et tout a repris un peu comme avant, mais malgré ça, il y a quand même une dynamique qu'il y a de plus en plus de réunions en visio. Par exemple, dans notre laboratoire, on a vu que les missions ont à peu près chuté d'un facteur 2. Donc, on fait 2 fois moins d'émissions depuis notre étude de 2019. Et donc, notre bilan des gaz à effet de serre a aussi se réduit en fonction, hein, sans aucune mesure, en fait, obligatoire, etc. C'est simplement, je pense, pas l'effet Covid, mais aussi par la prise de conscience que ces déplacements sont très polluants et il faut les réduire. Donc les chercheurs, avec cette étude, ce bilan gaz à effet de serre de 2019, se sont rendus compte de ce que ça représentait, ont moins pris l'avion et vous vous dites que ça a baissé de 50%. Tout à fait, c'est exactement. Et c'est pas seulement dans notre laboratoire qu'on observe ça. En discutant avec des collègues, ils ont à peu près les mêmes observations. Donc après, certainement, ça va dépendre un peu des différents domaines, mais c'est grosso modo le chiffre qu'on observe globalement. On en a parlé rapidement, il n'y a pas que les bâtiments et les chercheurs qui prennent l'avion qui ont un impact carbone, il y a aussi les fusées. On va parler fusées juste après la première pause musicale. On écoute un peu en avance pardon, de Solitaire, Superpunk et on revient juste après. Le son des sciences au Labo des Savoirs.
C'était un peu en avance de Solitaire et Superfunk et nous sommes de retour en plateau avec Jürgen Knödel-Zeder, chercheur à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, l'IRAP. Je vous propose d'écouter d'abord un extrait sonore datant d'octobre dernier à propos d'un vol un peu spécial et on en discute ensemble juste après. C'est l'un des vols d'essai les plus ambitieux jamais réalisés à ce jour. Après un décollage réussi de la méga fusée Starship depuis la pointe sud du Texas, les ingénieurs de SpaceX sont parvenus à contrôler et guider le propulseur principal du vaisseau spatial pour un retour sur sa rampe de lancement initiale 7 minutes plus tard, grâce à des bras mécaniques qui l'ont immobilisé. Un véritable exploit qualifié de science-fiction sans la partie fiction par Elon Musk, le patron de l'entreprise spatiale qui ambitionne d'utiliser son vaisseau pour coloniser Mars. Quant à l'étage supérieur de Starship, il a améri comme prévu dans l'océan Indien. Cet extrait est tiré de la chaîne d'information Euronews et montre le décollage et l'atterrissage de Starship, un lanceur spatial de SpaceX, donc la compagnie qui est détenue par le milliardaire américain Elon Musk. Alors Starship a la particularité donc d'être réutilisable et sur la vidéo on le voit, c'est très impressionnant, le lanceur revient se caler pile poil dans les bras robots de la tour de lancement 7 minutes après son décollage. Alors quand on voit ça, on se dit fantastique, des lanceurs réutilisables, ce n'est plus des fusées jetables, forcément c'est plus écolo. Est-ce que c'est vrai ? Alors, bien sûr, si on réutilise un lanceur, on a l'objet, la coque en fait, et parfois même la coiffe, etc. du lanceur qu'on va pouvoir réutiliser. Donc, en termes de ressources, par exemple aluminium et tout ça, on va certainement économiser un petit peu. Mais il faut quand même savoir qu'un lanceur, c'est essentiellement, quand on regarde la partie poids, essentiellement, c'est du carburant. C'est du carburant avec une fine couche d'aluminium autour pour lancer la fusée. Et donc, quand on regarde le bilan, par exemple, des gaz à effet de serre d'un lanceur, il faut prendre en compte la fabrication du lanceur, la fabrication du carburant et aussi le fait qu'on va brûler ce carburant lors du lancement. Et donc, pour une fusée réutilisable, bien sûr, il faut fabriquer du carburant à chaque lancement et on va brûler à chaque lancement le carburant. Mais en plus, pour revenir, la fusée a besoin du carburant. Et ce carburant-là, qu'on a besoin pour atterrir, il faut l'amener dans l'espace. Et ça veut dire qu'il faut en fait de facto construire une fusée qui est plus grande pour emporter ce carburant supplémentaire. Et quand on fait le bilan de tout ça, et il y a des chercheurs qui ont fait ce bilan-là, ils ont trouvé que en fait non, le compte n'est pas bon. L'impact en fait des gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre d'un lanceur réutilisable est plus important que les émissions d'un lanceur qu'on va utiliser qu'une seule fois. Donc là, c'est pas forcément une bonne idée en termes de gaz à effet de serre. Et en plus, il faut quand même savoir, derrière un lanceur réutilisable, la raison pourquoi ces lanceurs réutilisables sont fabriqués, c'est parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Et quand vous avez quelque chose qui est beaucoup moins cher, mais vous allez en utiliser beaucoup plus. Et ça s'appelle un effet rebond. Et c'est exactement ce qui est observé, qu'il y a de plus en plus de lancements à cause de ces lanceurs réutilisables. Et donc, à la fois, vous avez un impact par lancement qui est plus important, et puis le nombre de lancements qui explose. Et donc là, effectivement, vous avez les émissions globalement qui vont beaucoup augmenter. Donc si on résume, on a une fausse bonne idée d'un lanceur plus gros, qui consomme plus, qui pollue plus, qui est quand même moins cher, donc qui est plus utilisé, donc qui pollue encore plus. En fait, ça a l'air d'être une très très mauvaise nouvelle. Et là, on a parlé de carburant. Quand on pense carburant, on pense avion, on pense kérosène. Est-ce que c'est des carburants qui polluent beaucoup aussi ? Alors, les fusées actuelles qui sont utilisées notamment par SpaceX, donc les Falcon, elles utilisent du kérosène. Et donc, en fait, les pollutions dépendent beaucoup du carburant qu'on utilise. Alors, si on utilise du kérosène, ça va surtout, mais bien sûr, produire du CO2, donc des émissions de gaz à effet de serre, mais ça va aussi produire beaucoup de suie. C'est des particules noires qu'on voit un peu quand les choses brûlent. Et ces suies-là, on va les injecter dans toutes les couches de l'atmosphère. Il faut savoir, en fait, un lancement de fusée, c'est la seule activité humaine qui va affecter toutes les couches de l'atmosphère, et donc pas uniquement la troposphère, c'est la partie basse de l'atmosphère dans laquelle on vit et respire, mais surtout aussi la stratosphère, donc la haute atmosphère.
Et dans la stratosphère, il y a quelque chose qu'on appelle la couche d'ozone. On a beaucoup parlé à un moment donné de la couche d'ozone parce qu'il y a un trou qui s'est formé à cause des produits chimiques envoyés par l'humain dans l'atmosphère. Ça, heureusement, on a réglé ça, mais le trou est en train de se refermer. Ce n'est pas encore tout à fait fini, mais c'est en train effectivement de se résorber. Mais là, quand on injecte des suies dans la stratosphère, premièrement, ça va chauffer la stratosphère parce que ces suies, c'est des particules noires, elles vont absorber la lumière du soleil. Quand on chauffe la stratosphère, on va accélérer la destruction de la couche d'ozone et donc le trou de la couche d'ozone est peut-être en train de s'agrandir encore une fois à cause des lancements de fusées. Donc c'est vraiment injecter des particules réchauffantes dans une atmosphère, sachant qu'on est déjà dans un dérèglement climatique global. J'ai vu que certains scientifiques comparaient ça à des éruptions volcaniques en direct, en permanence. Oui, on peut le comparer comme ça. On peut aussi le comparer en fait à ce qu'on appelle la géo-ingénierie. C'est cette idée-là que, en fait, pour lutter contre le réchauffement climatique, on va injecter des particules dans la haute atmosphère, parce que ça, effectivement, ça augmente la température de la haute atmosphère, de la stratosphère, mais en même temps, éventuellement, ça peut refroidir la température en bas, dans la troposphère, parce qu'il y a moins de lumière de soleil qui passe. Sauf que, en fait, on n'a aucune idée de l'impact climatique de ces messieurs-là. C'est très compliqué à modéliser. On ne sait pas combien de temps ces particules vont rester dans la haute atmosphère. C'est souvent des effets locaux qui vont après modifier les courants d'air et aussi de l'humidité, donc comment dire, des pluies. Et donc, grosso modo, on peut dire avec ces fusées-là, on fait une expérience de géo-engineering qui est simplement non contrôlée. On n'a aucune idée de ce qui va se passer avec ces particules dans la haute atmosphère. Oui, j'imagine que faire des analyses scientifiques pour essayer de savoir les conséquences de tout ça prennent du temps et qu'en attendant, les lancements continuent avec de plus en plus de fusées, on l'a vu. J'avais vu en préparant cette émission qu'un pilote de la NASA avait suivi avec un avion bardé d'appareils scientifiques le lancement d'une des fusées SpaceX, était resté dans son sillage pour essayer de capter un petit peu la pollution qui pouvait être générée. Alors je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça et si on a déjà des nouvelles de cette expérience ou si c'est encore trop tôt. Et en fait, il y a beaucoup de données qui existent de l'époque de la navette spatiale où on a fait ce type de mesures, mais les technologies à l'époque, ce n'était pas les mêmes. Notamment, donc, on n'utilisait pas des kérosènes. Donc maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui se passe avec le kérosène. Et maintenant, surtout avec la nouvelle fusée, Starship va utiliser ou utilise déjà du méthane. Et là aussi, on a très peu de données de savoir mais combien de suies, par exemple, produit la combustion de méthane. Et c'est typiquement ce type de mesures qui essayent à répondre à ça. Donc, il y a des gens qui proposent effectivement des campagnes comme vous avez décrit. Mais pour le moment, il est trop tôt de savoir quel est vraiment l'impact. Et surtout, en fait, il ne suffit pas uniquement de mesurer ce qui se passe en bas des fusées. Il faut aussi savoir qu'est-ce qui se passe dans la stratosphère, comment les choses se mélangent, combien de temps les particules restent dans la haute atmosphère, etc., etc. Donc, il y a des modélisations climatiques qui sont derrière et qui sont pas simples à effectuer pour le moment. Oui, les modélisations climatiques, c'est toujours quelque chose d'extrêmement complexe. La preuve, il est encore toujours difficile de prévoir la météo. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à l'échelle globale, terrestre, assez impressionnant. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on ne sait pas encore toutes ces conséquences-là, toute la chaîne d'action qu'il peut y avoir à la suite d'un décollage de fusée. Vous avez parlé du méthane, on a parlé tout à l'heure du kérosène. Est-ce que les deux carburants sont équivalents en termes de pollution ou est-ce que justement, on ne sait pas encore pour le méthane? C'est un peu en suspens. Ben, souvent, on soupçonne que le méthane est un peu moins impactant que le kérosène. Après, il y a aussi d'autres carburants, hein. Par exemple la fusée Ariane, que ce soit la 5 ou maintenant la nouvelle, l'Ariane 6, elle fonctionne avec deux carburants en fait. L'étage principal fonctionne avec de l'hydrogène et après les boosters fonctionnent avec de l'aluminium. Et d'ailleurs, en fait, l'aluminium va se transformer après en alumine et c'est d'autres particules qu'on injecte dans la haute atmosphère et qui ont un peu les mêmes effets que les suies du kérosène. Donc ça, c'est pas une bonne idée, mais en fait,
l'hydrogène est relativement propre comme carburant. Quand on le brûle, hein, il n'y a que de l'eau hein, qui est produite à la fin. Et par contre, dans la production, c'est très polluant. Donc actuellement, c'est produit à partir des ressources fossiles, mais dans l'avenir, il est projeté de produire en fait de l'hydrogène vert directement à Kourou pour au moins satisfaire une partie des besoins d'Ariane. Et avec ce type de mesures, effectivement, on pourrait diminuer un petit peu l'impact des fusées, en sachant aussi que en fait, l'hydrogène est bien plus efficace comme carburant que le kérosène ou le méthane. Donc, on a besoin de moins importer pour lancer la fusée. Vous avez parlé de Kourou, qui est donc la base en Guyane d'où sont lancées les fusées européennes, notamment de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. L'idée serait vraiment de produire le carburant, l'hydrogène vert du futur sur place, peut-être un hydrogène vert qui polluerait moins dans sa production, mais qui au final serait plus efficace, on en aura moins besoin, et donc ça ferait une fusée un peu plus verte. Oui, tout à fait. C'est exactement la philosophie derrière et aussi l'ambition. Il faut savoir qu'en fait, sur ces questions d'impact environnemental, l'Europe est quand même leader un peu au niveau des études. Hein. L'Agence spatiale européenne, ça fait 10 ans qu'ils font des études là-dessus. Les gens, ils sont assez sensibilisés. Et malheureusement, dans les autres agences, je pense qu'on n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Et après, quand on regarde la statistique, mais l'Europe lance très peu de fusées, donc ce n'est pas le premier coupable de l'impact environnemental lié au lancement de fusées. Voilà, mais au moins, il montre la voie et espérons que les autres agences vont suivre. On a parlé de la suie, on a parlé du carburant, on a parlé du booster tout à l'heure, mais donc il y a un booster parce qu'il y a aussi un autre étage à la fusée. Là, pour l'instant, le deuxième étage du Starship se perd ensuite dans l'océan Indien, je crois. Tout ça, c'est aussi de la pollution, en fait, puisque ça reste des matériaux métalliques en majorité qui sont désintégrés dans l'atmosphère. Ça fait aussi partie de l'empreinte carbone de ces fusées, de la pollution ? Ben, tout à fait, on utilise aujourd'hui en fait l'atmosphère comme une poubelle pour le spatial, parce qu'on dit simplement un objet qui va rentrer dans l'atmosphère, en général, il va brûler. Hein. C'est que en fait les premiers étages, quand ils sont relativement bas, relativement grands, qui vont tomber dans les océans, qui vont d'ailleurs aussi polluer les océans. Mais les autres choses à plus haute altitude, ils vont brûler dans l'atmosphère, donc c'est essentiellement des étages supérieurs et les satellites. Et vu qu'ils sont composés de beaucoup d'aluminium en général, mais ça va encore créer des alumines dans la stratosphère. Et c'est assez intéressant, en fait, il y a des mesures même qui ont été faites et qui voient qu'aujourd'hui, en fait, les particules, les aérosols qu'on trouve dans la stratosphère, qui proviennent des météorites qui tombent naturellement sur Terre en permanence, ils sont déjà pollués à 10% par les débris spatiaux, par l'aluminium, par les moteurs des fusées, etc. Mais là, encore une fois, c'est un domaine où on ne sait strictement pas quel est l'impact de cette pollution sur le climat terrestre. On a déjà réussi à polluer les météorites qui tombent sur Terre avec notre activité spatiale. C'est quand même fou, c'est presque déprimant. Oui, disons, parfois, effectivement, on peut un peu déprimer avec toutes ces études qui sont faites. Mais bon, je pense qu'il faut garder l'espoir. Hein. Il y a quand même des moyens de changer la trajectoire. Et donc, il faut effectivement réfléchir comment on peut éviter ces pollutions dans l'avenir. C'est une merveilleuse transition pour notre seconde partie, puisque là, on était un peu sur SpaceX, qui est quand même l'industrialisation, je vais y arriver, de l'espace, un petit peu même du tourisme spatial qui se dégage. Nous, notre sujet, ça reste la recherche et les enjeux scientifiques, avec une vraie volonté de décarboner cette recherche en Europe, on l'a dit. Les scientifiques ne s'avouent pas vaincus, vous en faites partie, et donc c'est le moment de l'émission pour parler un petit peu des solutions, et on commence avec un extrait sonore que je vous fais écouter. Attention pour le décompte final. 3. Espace. Frontière de l'infini. Le temps, l'espace et la matière. Décollage. L'actualité spatiale ici Occitanie va remonter le temps grâce à Olivier Sanguy de la Cité de l'Espace. Olivier, bonjour et bonne année. Oui, bonjour et bonne année à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et ici l'espace. Hein. Et l'occasion, évidemment, de faire le bilan de l'année 2024. Un bilan excessivement brillant parce qu'on a battu des records. Peut-être pas en Europe quand même. Oui, en effet, l'Europe dans l'année 2024, c'est 3 lancements
orbitaux. Attention, on ne fait pas les lancements suborbitaux, uniquement les lancements orbitaux, autrement dit quand on tourne autour de la Terre. Bon, dans ces 3 lancements, signalons quand même le vol inaugural d'Ariane 6, qui était très attendu. Il y aura un second vol, bien sûr, cette année, peut-être d'autres après. Ça dépendra du résultat du second vol, qu'on espère être un succès, bien sûr. Donc en tout, 261 lancements orbitaux pour 9 vols habités, et 253 succès et 8 échecs. Et bien, sans surprise, ce sont les États-Unis en tête avec 156 lancements, la Chine 68, la Russie 17. Ça, c'est pour le podium de 2024 en orbital. Monsieur Elon Musk semble être le grand vainqueur de l'année 2024. Sans conteste, parce qu'il faut savoir que la famille Falcon, c'est-à-dire le Falcon 9 et le Falcon Heavy, c'est 134 vols, un échec. Il y a eu un problème sur un deuxième étage cette année sur un Falcon 9 qui a été résolu. Et 2 vols de Falcon Heavy. Ça veut dire que le Falcon 9 à lui tout seul fait un peu plus de la moitié des lancements du monde en 2024. On voit clairement, on peut dire que c'est la domination du lanceur Falcon de SpaceX. Bon, et alors, du coup, pour l'année 2025, le schéma se dessine de la même façon? C'est à nouveau les USA et Monsieur Musk qui vont passer devant? Très probablement, parce que même si des concurrents sont là, il y a eu par exemple United Launch Alliance pour rester aux États-Unis, mais bon, pour monter en puissance, pour dépasser les 100 vols par an, il faut pas seulement des lanceurs, il faut une organisation industrielle derrière, car même si SpaceX réutilise le premier étage de son lanceur Falcon, il ne faut pas oublier qu'il faut fabriquer le deuxième étage qui, lui, est perdu à chaque fois. Donc, les lancements, ça ne va pas se calmer en 2025. C'était un extrait de Ici Occitanie, anciennement France Bleu Occitanie, avec une chronique d'Olivier Sanguy, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace de Toulouse. Donc on le voit, l'ambiance est plutôt à la course au record. Il y a le chiffre de 261 lancements en 2024 qui a été annoncé. C'est immense. Est-ce que, maintenant qu'on est dans la partie un petit peu solution pour réduire son empreinte carbone, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que tout ça, c'est vraiment le plus pertinent? Effectivement, comme vous avez dit, on est dans une course. Le chiffre de 261 lancements pour 2024, je vais y arriver. Il faut le comparer, par exemple, au nombre de lancements qu'on avait au début des années 2000. Je regardais, c'était autour de 50-60 lancements par an. Ça veut dire qu'on est à un facteur 4 à 5 supérieur comparé à il y a 25 ans. Et en fait, quand on regarde la courbe de lancement annuel, je pense que l'exponentielle, tout le monde l'a maintenant compris, depuis la crise Covid, ce que c'est quelque chose qui croît extrêmement rapidement. Et c'est exactement ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, c'est la Falcon, demain c'est le Starship, mais les Chinois, pareil, ils veulent faire pareil. Les autres pays sont là aussi, l'Inde et aussi l'Europe. Il y a aussi beaucoup de projets de lanceurs commerciaux éventuellement réutilisables. Donc on est vraiment dans une dynamique qui pose question. Et donc, ce n'est pas forcément le secteur spatial tel qu'on l'a connu il y a encore 10 ans qui pose problème, mais c'est la croissance actuelle du secteur spatial qui pose problème et qui est définitivement pas soutenable. Alors, la grande question est comment réussir à réduire le nombre de projets, sachant qu'a priori, on a difficilement la main sur les projets commerciaux dont vous avez parlé. Est-ce que dans les projets plus scientifiques, il y a déjà moyen de faire du tri? Oui, tout à fait. On peut, effectivement, pour recentrer un peu sur la recherche, on peut quand même faire le tri parce que ce qu'on observe dans notre domaine aussi, bien sûr, la science, on l'a fait pour la connaissance, mais derrière se cachent aussi souvent des enjeux géopolitiques. Et quand on regarde, par exemple, le nombre de sondes qui sont lancées vers la planète Mars ou le nombre de missions qui vont actuellement vers la Lune, scientifiquement, il n'y a aucune nécessité d'envoyer autant de sondes. Donc, on peut rationaliser simplement en travaillant plus ensemble au lieu de travailler l'un contre l'autre pour simplement démontrer qu'on a le plus grand télescope ou la plus belle sonde, etc. Et donc, le mot-clé ici, c'est plus de collaboration. C'est un levier d'action qui est très pertinent. Et il faut savoir aussi que les données qu'on prend avec nos missions, que ce soit des télescopes, des robots et tout ce qu'on a, toutes ces données-là, bien sûr, on les garde, on les stocke dans les archives. Et donc, on a des archives énormes avec des données
qui parfois sont que partiellement exploitées, hein, parce qu'on n'a pas le temps, il n'y a pas suffisamment de chercheurs, etc. dessus. Et donc, on peut faire même la belle science avec des données archives. C'est d'ailleurs, en fait, c'est un axe de recherche que je développe personnellement dans mon laboratoire et qui marche très bien, hein. On fait des belles découvertes avec ça, avec des données qui sont simplement déjà là. Et donc, on n'a pas besoin de nouveaux instruments, de nouveaux sondes pour faire avancer la science. Donc, au lieu de vouloir envoyer son satellite à soi, de son pays, de son labo, peut-être se pencher sur ce qui existe déjà, faire des projets collaboratifs ou alors tout simplement utiliser les données qui ont été récupérées d'anciennes missions spatiales ou qui sont collectées actuellement et qu'on n'a pas le temps de traiter, c'est ça? Oui, c'est tout à fait, hein. Et ça, en fait, souvent, j'avance ça dans la discussion avec des collègues et je n'ai pas trouvé un seul collègue qui m'ait contredit, hein. Tout le monde sait qu'on a beaucoup de ces données-là et qu'il y a encore des trésors qui sont cachés et qu'il faut voilà, révéler. Surtout qu'on l'a dit en première partie, ces données elles-mêmes consomment en fait de l'énergie à être sauvegardées, archivées sur serveur, donc autant les utiliser au maximum et les rendre publiques aussi peut-être, pouvoir les partager. Tout à fait, hein. Mais même, en fait, bien sûr, vous avez raison, hein, ça va consommer un peu d'énergie pour les garder, il faut des centres de données, etc. Mais ce n'est pas comparable à l'impact en fait, de nos infrastructures, de nos moyens d'observation. Donc, on avait fait le calcul, par exemple, pour un papier basé uniquement sur les données d'archives. L'impact environnemental était 40 fois moins important que si on avait utilisé un satellite en activité. Ah oui, 40 fois moins entre Oui, juste des données d'archives et des données issues d'un satellite qu'on a mis dans la mission et le papier scientifique en lui-même. Ah oui, c'est tout à fait. monumental. Cet objectif de réduction des projets spatiaux, c'est donc la première mesure suggérée dans un document de 2023 que vous avez coécrit avec Didier Barret, qui est également directeur de recherche au CNRS. Ce document s'appelle « Minimiser l'impact environnemental des projets spatiaux scientifiques ». Vous proposez aussi d'autres pistes pour des projets plus durables et on en parle juste après la pause musicale. then came to the right place, still irresistible, and I'm craving toxic things.
you hit your threshold. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Toxic Things de Acopia et nous sommes de retour en plateau avec Jürgen Knodelzeder, chercheur à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Et nous sommes toujours dans l'axe solution de notre émission. Nous avons parlé avant la musique de l'importance de réduire la voilure en termes de nombre de projets spatiaux, de nombre de lancements. Bien sûr, il y a une réalité géopolitique et commerciale qui joue franchement en défaveur de cet objectif. Mais dans le document Minimiser l'impact environnemental des projets spatiaux scientifiques que vous avez coécrit avec Didier Barré en 2023, vous suggérez d'autres mesures, notamment celle de mesurer l'impact des projets, savoir en réalité c'est quoi la balance carbone de chaque projet, mais aussi de se doter d'un architecte impact environnemental. Est-ce qu'il faut que la sobriété devienne un des critères des projets spatiaux scientifiques? Alors, c'est certainement notre souhait que la sobriété, effectivement, devienne un critère. Et cette idée-là, on trouve en fait beaucoup d'écho parce que, comme vous avez indiqué, c'est un document que j'ai coécrit avec un collègue, mais qui était quand même signé par plus que de 240 chercheurs depuis. Et en fait, c'était discuté à la récente prospective du Centre national d'études spatiales, donc du CNES. Et c'est intéressant parce que ces discussions-là, donc ces exercices se font tous les 5 ans, ces discussions-là, on ne les avait pas il y a 5 ans. Donc, c'est vraiment une nouvelle dynamique qui est créée et qui est partagée par beaucoup de gens, incluant aussi beaucoup de gens au CNES, qu'il va falloir être plus sobre au niveau de nos projets spatiaux. Et puis on l'a déjà dit, le fait d'avoir fait en 2019 ce bilan carbone a déjà réduit de 50% les émissions par les chercheurs. Donc tout ça, ça fonctionne, c'est en piste, c'est en route, ça commence à faire son chemin. Oui, tout à fait. Et j'ai même récemment, j'ai vu un message d'un ingénieur au CNES qui travaille sur une mission avec notre laboratoire où il a montré le nombre d'émissions chaque année dans le temps. En l'année 2019, ils avaient fait 150 missions dans l'année. Et en 2024, ils ont fait 30 missions dans l'année. Une division par un facteur 5. Et la mission se porte toujours bien. Le projet se porte toujours bien. Donc, ça n'a pas posé de problème. Donc, moins, mais mieux, a priori. Oui, tout à fait. C'est possible. Et donc, je pense qu'il faut que tout le monde se mette en fait dans cette dynamique-là. On a parlé en première partie aussi du cycle de vie des matériaux de l'observation, des observatoires, des satellites. En novembre 2024 dernier, un satellite en bois conçu par l'agence spatiale japonaise a décollé à bord d'une des fusées de SpaceX. Alors, on ignore le côté fusée SpaceX, on en a déjà parlé, mais ce satellite en bois, il s'appelle l'INIOSat et c'est un cube de 10 cm de côté. Je cite l'article de France Info. L'objectif du matériau est d'anticiper son inéluctable fin de vie lorsqu'il finira par réentrer dans l'atmosphère. Le bois devrait se consumer sans générer les habituelles particules métalliques associées aux satellites retombant sur Terre. Est-ce que l'éco-conception d'un satellite, alors ici en bois, mais peut-être pour des satellites de plus grande taille, c'est possible? Est-ce que c'est généralisable? Mais en fait, c'est l'idée de beaucoup de monde. De travailler sur ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc, pour ceux qui nous écoutent, en fait, l'idée de l'éco-conception, c'est qu'on fait le même produit ou la même fonctionnalité avec moins d'impact environnemental. Donc, on ne change pas les produits, mais on change les éléments du produit ou la manière de le fabriquer, etc., pour avoir moins d'impact. Donc, on peut effectivement, c'est intéressant cette idée-là de faire un satellite en bois. Donc, au moins, il y a moins de particules d'aluminium qui vont rentrer dans l'atmosphère. C'est certainement une bonne chose. Après, c'est la question, est-ce que c'est la partie la plus importante de l'impact environnemental de la fabrication d'un satellite? Et en fait, quand on regarde aujourd'hui les études qui sont faites, ça ne semble pas être le facteur le plus important. Donc, c'est intéressant que ça se fait. Mais pour bien en fait comprendre en fait cette idée d'éco-conception, souvent ce qu'on fait, on fait en fait une analyse cycle de vie. Sur tout le cycle de vie, on regarde tous les impacts possibles, pas uniquement la partie gaz à effet de serre, mais l'impact sur la couche d'ozone, toutes les pollutions, mer, sol, air, etc. Aussi l'épuisement des ressources, parce qu'on utilise beaucoup de ressources métalliques en particulier. Et on regarde, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Remplacer un processus, remplacer un matériel. Et qu'est-ce qu'on peut gagner? Ou
réduire en termes d'impact environnemental. Et ces études-là, ça existe, bon, pour le moment, que sur les papiers, hein, et aussi sans aucune contrainte financière. Donc, on fait comme si tout est possible, financièrement aussi, hein. Et quand on regarde le résultat de ces études, on voit que parfois, il y a des réductions de quelques dizaines de pourcents, au moins sur certains indicateurs, mais rarement sur tous les indicateurs. Donc, souvent, on a aussi des transferts en fait, d'impact qu'on connaît bien, par exemple, avec l'exemple de la voiture thermique électrique. Une voiture électrique n'a plus d'émissions au pot d'échappement, donc dans la phase d'utilisation. Par contre, il y a un impact assez important lié à la fabrication de la batterie qui n'existait pas pour la voiture thermique. Et donc, c'est pour ça que c'est important de regarder en globalité tous les différents impacts environnementaux pour ne pas se dire, tiens, là, il y a peut-être les gaz à effet de serre qui vont diminuer, mais en même temps, il y a un autre indicateur qui complètement a augmenté à cause de cette action-là. Et donc, c'est un jeu qui est quand même très compliqué à gagner sur tous les plans. Et rarement on le fait. Et donc, c'est intéressant comme approche, mais l'impact est certainement limité. Et donc, c'est important d'avoir cette vision globale, le cycle de vie, on en a beaucoup parlé, mais aussi, pour revenir sur le début de l'émission, où on parlait des déplacements en avion des chercheurs ou des bâtiments, avoir une vision globale sur la vie même de la recherche. Par exemple, dans l'étude, dans le document, pardon, vous parlez des salles blanches. Est-ce que vous pouvez rapidement expliquer ce que c'est que les salles blanches ? Alors, les salles blanches, on les utilise en général dans le spatial, mais aussi dans d'autres domaines, en fait, quand on a besoin d'un environnement qui est propre et bien contrôlé. Donc, c'est des salles déjà qui sont climatisées, chauffées éventuellement, et c'est des salles notamment où on brasse l'air en permanence, on filtre l'air, on enlève les particules dans l'air pour qu'il n'y a pas de pollution qui peuvent se déposer sur les optiques, etc. Et de créer des salles blanches, en fait, c'est très énergivore. Et il y a des centrales derrière, justement, de nettoyage de l'air et de climatisation qui consomment beaucoup d'énergie. Et donc là, on peut faire des optimisations. Et on peut aussi, il y a aussi une question de sobriété. Par exemple, nous, on a l'exemple dans notre laboratoire, on a une très grande salle blanche. Elle fait en fait 11 mètres de hauteur. Et donc, ça veut dire qu'on nettoie tout ce volume d'air en permanence, mais on n'a pas besoin de 11 mètres de hauteur si on travaille juste sur un petit élément. Et parfois aussi, on va uniquement dans la salle blanche parce qu'on n'a pas d'autre endroit où aller. Mais au niveau exigence, on n'a pas forcément besoin toujours d'une salle blanche ou d'une salle blanche hyper propre, etc. Et donc, il y a beaucoup d'optimisation aussi à faire à ce niveau-là. Et pourquoi c'est important les salles blanches? C'est parce qu'en fait, quand on fait ces analyses de cycle de vie sur un satellite, on voit que le satellite a bien sûr un impact sur les ressources minérales, sa production, mais sur la partie gaz à effet de serre, c'est pas ça qui va jouer la fabrication de l'objet. Ce qui va jouer, c'est justement les salles blanches. Ce qui va jouer, c'est les déplacements en avion, dont on a déjà parlé. Et ce qui va jouer aussi, c'est le fait qu'on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour fabriquer un satellite. Toutes ces personnes-là, ils travaillent dans des bureaux qui sont chauffés, où il y a l'électricité pour les lumières, où il y a les ordinateurs. Et les gens aussi se déplacent du domicile au travail. Et si on prend en compte tous ces faits-là, on voit en fait que les ressources humaines nécessaires sont un grand facteur en fait de l'impact environnemental de la construction d'un satellite. Donc avant d'imaginer un satellite en bois, peut-être voir tout ce qui vient dans la construction, dans la création, dans les ressources humaines, énergétiques, etc. et qui pourrait déjà être revu ou redimensionné ou optimisé pour diminuer l'impact carbone. Oui, tout à fait. Mais par exemple, simplement isoler le bâtiment dans lequel vous travaillez, ça aurait un impact positif sur l'impact environnemental du secteur spatial. On arrive bientôt à la conclusion de cette émission. Pour le mot de la fin, j'aimerais revenir sur un argument qu'on entend beaucoup, que j'ai lu moi-même beaucoup en préparant cette émission, l'importance de la recherche spatiale pour aussi l'observation de la dégradation de notre planète. Le fait que les satellites seraient là pour nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans le dérèglement climatique et ainsi prendre mesure ampleur de la catastrophe et mieux agir. Est-ce que le spatial est indispensable pour le climat et l'environnement? Alors, ce que vous avez dit, c'est vrai, hein, les satellites, ils aident à mieux comprendre le climat.
Mais là, je peux seulement vous rappeler qu'on a quand même les rapports du GIEC. Hein. Maintenant, on a le 6e, qui sont des documents extrêmement fournis avec beaucoup d'informations. Donc, au niveau des connaissances, on sait exactement ce qui va se passer, ce qui va arriver si on ne fait rien. Maintenant, c'est le temps de l'action. Et le fait de mesurer, ça n'actionne rien, c'est juste, ça augmente les connaissances. Mais encore une fois, il faut passer maintenant à l'action et donc à la réduction. Donc, c'est vrai que le secteur spatial peut jouer un rôle important, notamment pour tout ce qui est prévision météo. On voit bien que les événements météorologiques deviennent de plus en plus aléatoires. On a des inondations, on a des sécheresses, on a des méga-feux, etc. Et donc, la prévision météo est essentielle. Et donc, je pense qu'il faut justement, on ne peut pas se passer de ça aujourd'hui. Pareil, la gestion des crises. Vous avez souvent besoin des satellites justement pour gérer des crises. Par exemple, justement, gérer les feux actuellement à Los Angeles. Sans satellite, c'est très compliqué. Donc, on a besoin des satellites pour ça, pour la gestion des crises, pour la prévision. Mais bon, il faut regarder qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce qui est futile, de quoi peut-on se passer. Et comme on a déjà discuté avant, il va bien falloir réduire le nombre d'objets qu'on lance dans l'espace si on veut tenir vers un monde soutenable. Ce sera la conclusion de cette émission. Merci beaucoup, Jürgen Knoedel-Zeder, d'avoir répondu à mes questions. C'était avec grand plaisir. Merci à Jürgen Knoedel-Zeder, chercheur à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, d'avoir répondu à mes questions. Les sources de cette émission sont disponibles sur notre site internet, mais également sur le site de l'association SF2A ou encore le Labo 1.5. Une émission réalisée par Sophie Potvin, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.